Bonjour et bienvenue. Je suis votre animatrice Megan Enriquez. On dit que la simplicité est peut-être le comble de la complexité et que les personnes investissant à long terme qui préfèrent adopter une approche plus passive à l'égard de leur portefeuille peuvent avoir recours au placement indiciel. Les investisseurs indiciels achètent des fonds qui reflètent l'ensemble du marché dans l'espoir d'obtenir un rendement similaire. Aucune sélection de titres requise. Ça semble assez simple, non? Et ça peut aussi l'être. Mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Il est possible de commettre des erreurs qui peuvent faire dérayer les plans de placement indiciel. Nous allons donc repérer certains de ces pièges et décrire les façons de les éviter. Dans les mots de John Robertson, auteur de The Value of Simple, Simon Duhem, facilitateur formation des clients, est avec nous aujourd'hui. Content d'être ici. Merci, Megan. Simon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question à poser à toutes les personnes qui nous écoutent. Selon une étude de Standard & Poor's, quel pourcentage des fonds d'actions canadiennes à gestion active a inscrit des rendements inférieurs à celui de l'indice de référence, l'indice composé TSX, au cours des 10 dernières années, allant du 30 juin 2021 au 30 juin 2022? Restez avec nous jusqu'à la fin de notre conversation pour obtenir la réponse. Bien, entrons dans le vif du sujet. Simon, John Robertson, en tant qu'investisseur autonome, est un grand défendeur de la simplicité. Selon vous, quels sont les avantages potentiels de cette approche? Oui, absolument. Et comme John l'a mentionné, c'est vraiment la simplicité qui peut aider à commencer à investir et à surmonter la peur d'investir aussi, parce que c'est sûr qu'on ne se le cache pas, investir, c'est peut-être intimidant pour certaines personnes et il y a toujours des raisons, des excuses qu'on pourrait se donner pour ne pas le faire. Cependant, le plus le plan est simple, le plus facile que c'est à faire et le moins de peut-être questions et de peurs et de choses qui vont devenir qui vont venir prendre la place dans notre mentalité et dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, c'est pour ça que John y avait dit que c'est beaucoup plus facile si on a un plan concret et simple. Et le plus simple que c'est, le plus on sera préparé à surmonter quoi que ce soit, parce qu'on sait que dans les marchés boursiers, n'importe quoi pourrait arriver. Ça pourrait augmenter, ça pourrait diminuer. Et comment dire, le plus de stratégies, le plus de éléments complexes qu'on apporte au portefeuille, le plus que ces événements-là peuvent peuvent nous dévier en fait du plan de placement qu'on avait initialement programmé. Alors, c'est pour ça, en fait, qu'il avait dit que au moins avoir un plan simple parce que c'est plus facile à actionner et plus facile à rester et à garder le cap sur le long terme, en fait. Alors, je suis un peu, moi personnellement, pour que ça vaut, je sais pas si mon opinion n'a autant de valeur que John Robertson, mais je suis d'accord. Le plus simple que c'est, le plus facile que ça pourrait être à continuer et à aller dans la bonne direction. Donc voilà un peu quel que son raisonnement. Merci. Alors, quelles sont certaines des règles d'or pour simplifier un plan de placement selon John Robertson? Ouais, donc il y avait énuméré quelques règles d'or et les voici un peu ainsi de suite. Donc, si on commençait avec la première, c'est quelque chose qui serait facile à mettre en place. Donc, vous allez voir ce thème-là qui est quand même récurrent dans le webinaire d'aujourd'hui, la simplicité. Et voilà, facile à mettre en place. Et on avait discuté ça dans un webinaire précédent, Megan, c'est que ça n'a jamais été plus facile d'avoir un produit et d'avoir accès sur les marchés boursiers et d'avoir accès à un portefeuille diversifié. Et ça, c'est un des placements en fait que John aime beaucoup à discuter, c'est des placements indiciels, les fonds de placement indiciels. Et ça, c'est quelque chose qui est hyperement facile, je ne sais pas si c'est un mot hyperement, mais hyper facile à mettre en place. On peut ajouter ça à notre portefeuille, on peut avoir soudainement une exposition à un super grand éventail de placements qui pourrait être composé d'un portefeuille diversifié, qui peut être spécifique. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui peut être relativement facile à gérer. C'est sa deuxième règle d'or parce que, voulant dire,
si on a accès à un portefeuille aussi diversifié, aussi qui englobe un grand marché comme un fonds indiciel, par exemple, on n'en a pas besoin de tant que ça. Parce que justement, même si on a seulement un placement, mettons, eh bien, on a quand même indirectement des centaines de placements dans ce fonds indiciel-là, si on assume que c'est un fonds comme S&P 500, par exemple. Il y aurait 500 compagnies à l'intérieur de ce un placement-là. Alors, on n'en a pas besoin de tant que ça. Alors, ça revient maintenant à la simplicité de notre portefeuille. Avec un placement, on a accès à plusieurs placements et ça simplifie la tâche pour faire le suivi, pour faire le rebalancement exactement. Donc, en plus de ça, c'est de aussi planifier, voilà sa troisième règle, c'est de prévoyer et de planifier des réponses prédéterminées à des problèmes qui pourraient venir surmonter. Comme on l'avait dit, il y a beaucoup de surprises des fois sur les marchés boursiers. Alors, comment on va réagir? Et idéalement, on aurait pu penser à ça d'avance. Alors, si ça baisse d'un certain montant, si ça augmente d'un certain montant, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a quelque chose qui arrive? Alors, d'avoir des plans prédéterminés pour des situations comme ça, parce que au moins, on va pouvoir concrétiser et rester sur notre plan de placement au lieu d'avoir des émotions peut-être qui vont nous amener dans une direction qui peut dévier hors de notre plan. Si on poursuit, il y en aurait deux autres. La première, c'est que, généralement parlant, avoir un investissement comme on avait décrit un peu un fonds indiciel, peu importe, un fonds assez diversifié, ça peut souvent avoir des meilleurs résultats que faire de la gestion active. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter davantage. Megan, j'ai même quelques statistiques qui seraient intéressantes à ce sujet-là, donc restez des nôtres. Mais le dernier point qu'il avait apporté comme règle d'or, c'est que c'est vraiment de contrôler ce qu'on peut et de penser et de contrôler seulement ce qui peut être contrôlé. Parce que des fois, on regarde notre placement et ça baisse et ça chute, mais c'est pas nécessairement parce que c'est un mauvais placement. Ça pourrait être beaucoup d'autres choses qui pourraient causer un portefeuille ou même une action, peu importe placement qu'on détient. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir affecter le prix. Alors, c'est de vraiment mettre accent sur ce qu'on peut contrôler en tant qu'investisseur. Et voilà sa cinquième règle d'or. C'est donc ce fois en la simplicité des placements qui lui a conduit à l'investissement indiciel. Pouvez-vous nous donner un aperçu du fonctionnement des placements indiciels et des raisons pour lesquelles vous croyez qu'il s'agit d'une approche de placement simple? Oui, avec plaisir. Bien, un fonds indiciel, c'est un type de placement à gestion passive. Donc, la gestion passive, c'est quelque chose qui vise à maximiser les rendements, mais surtout à long terme. C'est quand même autrement que si on avait la gestion active, par exemple, où ce qu'on regarde vraiment la meilleure situation, ce serait de pouvoir acheter quelque chose à bas prix, le vendre plus tard. Et c'est vraiment de regarder pour des bonnes opportunités et d'essayer de anticiper le prix qu'on pourrait avoir. Tandis que la gestion passive, c'est ça que les fonds indiciels vont incorporer, c'est quelque chose où on va tout simplement avoir un index ou un marché global et on va le conserver. Alors, peu importe ce qui va arriver sur les marchés boursiers, c'est plus ou moins ce qui va se passer pour notre fonds indiciel. Et c'est vraiment simple. Encore une fois, comme on avait mentionné, c'est quelque chose qui va être assez récurrent comme thème aujourd'hui. C'est une façon d'investir qui est simple parce que même si on pense un peu à la structure d'un fonds comme d'un fonds négocié en bourse ou un fonds comme un placement, mettons un fonds indiciel, eh bien, il n'y a pas beaucoup de travail pour le gestionnaire de portefeuille derrière ce fonds-là aussi, parce que lui, tout ce qu'il doit faire, c'est copier l'index et être sûr que son portefeuille est semblable ou même identique le plus dans la mesure du possible à l'index sous-jacent. Alors, c'est un peu ça que comment ça fonctionne. Alors, il n'y aura pas un gestionnaire de portefeuille qui va nécessairement faire de la gestion active derrière ça. C'est pas vraiment l'objectif du tout. Alors maintenant, pour quelques avantages que ça pourrait apporter, bien, généralement, c'est assez facile à mettre en œuvre. Donc, on pourrait acheter des parts de ce fonds-là et on a soudainement, indirectement, des centaines de fonds peut-être, des centaines d'actions qu'on aimerait, d'autres fonds aussi, peu importe ce qui est présent dans le portefeuille. Et pourquoi ça, c'est aussi avantageux? C'est parce que si on pense vraiment, Megan, que si on avait 500 actions à regarder, peut-être qu'il y en aura 2, 3 qui performent extrêmement bien. Et il y en aura peut-être
je ne sais pas combien, deux, trois qui vont performer extrêmement mauvais. Il y a toujours des extrêmes. Mais nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on va toutes les avoir. Alors, on est presque, dans la mesure du possible, bien sûr, assuré de capturer ces gains-là qui vont éliminer la tâche de nous en tant qu'investisseurs, essayer de tenter de savoir ce sera lesquels qui vont avoir des performances comme ça. Eh bien, un fonds indiciel, étant donné que ça incorpore tellement de placements différents, on met les chances de notre côté pour avoir de l'exposition au moins dans ces titres-là. On aura aussi un effet de balancement aussi parce que, évidemment, si jamais on en a quelques-uns qui seront à perte, eh bien, on aura d'autres placements, en fait, qui pourraient peut-être compenser cette perte-là avec dans d'autres secteurs, dans d'autres catégories de placements même, peu importe. Alors, ça, c'est quelque chose qui est définitivement avantageux, en plus des frais, parce que, on l'avait mentionné juste maintenant, là, c'est que il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour le gestionnaire de portefeuille. Donc, justement, il n'y aura pas autant de frais comparativement à un fonds où il y a la gestion active à faire, où il y a beaucoup de recherches, ils vont avoir peut-être des équipes aussi qui vont faire de la recherche sur les marchés pour essayer de tenter de trouver des bonnes opportunités. Il n'y a aucun de ça. Donc, les frais sont beaucoup moins chers que d'autres placements comme la gestion active, par exemple. Alors, on aura maintenant accès à un grand éventail de placements qui va ressembler beaucoup à un index sous-jacent. Et en plus de ça, on aura des frais de gestion vraiment faibles comparativement. Et ça va nous permettre de pouvoir fructifier notre argent à long terme, idéalement. Et c'est vraiment ça la différence. La gestion active, et j'avais promis quelques chiffres à ce sujet-là, Megan. Donc, si on regardait vraiment historiquement parlant, le rapport de persistance des rendements de Standard & Poor's, on appelle ça en anglais le Persistence Scorecard, montre que peu importe la catégorie d'actifs ou le style de placement, peu importe, le rendement supérieur de la gestion active, habituellement, c'est à courte durée. Donc, si on parle vraiment à long terme, c'est que les fonds seront toujours surpassés. Et j'ai dit toujours, on élimine ce mot-là. Ce n'est pas toujours, mais historiquement parlant, d'après ces recherches-là de Standard & Poor's, c'est vraiment peu de fonds qui vont surpasser constamment leur paire ou leur indice de référence. Alors, c'est sûr qu'à gestion active, oui, peut-être temporairement, peut-être à court terme, on pourrait surperformer le marché, mais sur le long terme, c'est vraiment peu de fonds qui vont pouvoir le surpasser. Donc, voilà quelques petites statistiques. Et juste pour revenir aux frais, si on avait, parce que les fonds indiciels, ça fait partie de leur avantage, c'est que c'est assez abordable. Si on prenait comme un exemple, ça pourrait peut-être coûter un quart de pourcent, donc 0,25%, mettons, par année pour le frais de gestion. Eh bien, ça voudrait dire que pour chaque 10 000 $ qu'on investit, on aura 25 $ à payer par année. Mais encore une fois, comme on discute dans nos classes de maître à tous les jours, c'est que, en fait, le frais de gestion, c'est pas quelque chose qu'on va payer directement. C'est plutôt tirer des actifs du fonds. Mais peu importe, voilà quelques chiffres à réfléchir. Merci beaucoup, Simon. Je pense que ça aide à notre auditoire de comprendre que les gestions actives, même si quelques années, ils peuvent être supérieurs à la gestion passive, au long terme, c'est difficile d'y avoir à chaque année et de regarder les frais. Alors, merci pour ça. D'accord. Examinons maintenant certaines des erreurs courantes que les investisseurs indiciels peuvent faire et qui pourraient nuire au rendement de leur portefeuille. La première erreur est d'essayer d'anticiper le marché. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cela pourrait-il nuire au rendement d'un portefeuille au fil du temps? Oui, bien, premièrement, anticiper le marché, c'est une stratégie visant à maximiser le rendement de placement en prédisant l'évolution du cours des titres pour acheter ou vendre au moment qui serait optimal. Donc, acheter au bas et le vendre au sommet. Alors, c'est sûr que ça serait un objectif assez intéressant, mais c'est pas super facile à faire. Et même qu'on pourrait dire que c'est pas nécessairement quelque chose qui est viable de tenter d'anticiper le marché. Donc, par exemple, on a quelques d'autres statistiques ici qui viennent du rapport de SPIVA de la S&P aussi, qui a révélé que 95% des fonds d'action américaines à gestion active ont inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice S&P 500
au cours de ces décennies-là. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est qu'on regarde un portefeuille qui a la gestion active, que ça, c'est vraiment leur objectif d'anticiper le marché, de faire des bons investissements au bon moment, à des moments optimaux. C'est ça l'objectif. Par contre, on voit que dans 95% des cas, c'est inférieur à la stratégie passive que eux, ils anticipent aucunement le marché. Ils suivent le marché. Alors, c'est important de tenir compte que dans le long terme, il va y avoir beaucoup de hauts et de bas. Et la chose qu'on pourrait discuter aussi, c'est que on ne sait jamais exactement ce sera quand le plus bas ou le plus haut. Et maintenant, si on apporte un peu des émotions dans la situation, c'est qu'on ne voit pas ce qui va arriver prochainement. Alors, quand on regarde un graphique et on voit que ça continue à diminuer, on peut penser que peut-être que ça va se retourner, mais on ne sait pas quand. Ça pourrait continuer. Alors, il y a une étude ici qui a été réalisée de Bank of America en 2021 qui a révélé que les S&P 500, depuis 1930, donc de 1930 à 2021, ça a réalisé un rendement de 17 715 à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est le S&P 500. Toutefois, si on était quelqu'un qui a raté les 10 meilleures journées, les journées les plus performantes de l'indice S&P 500, durant le même nombre de temps, qui est de 1930 à 2021, au lieu d'avoir un rendement de 17 715 on aurait seulement eu un rendement total de 28 Alors, vous voyez qu'avec juste 10 journées d'exclus dans ces, je ne sais pas si mes maths vont faire, 91 ans d'investissement, seulement 10 journées font une différence astronomique comme celle-ci. Donc, est-ce que anticiper le marché, c'est viable ou pas? Je vous laisse répondre à cette question-là. C'est sûr que des fois oui, des fois non, n'est-ce pas? C'est sûr que, comme on avait mentionné plus tôt, Megan, c'est pas tous les fonds qui vont pas mieux performer que les placements indiciels. Ça se fait, mais si on apporte les statistiques, au moins on a un peu plus de contexte derrière cette question-là. Alors, c'est sûr que en plus de ça, le S&P 500, si on regarde historiquement, c'est sûr qu'il y a des baisses, mais à long terme, on peut voir que, généralement parlant, il y a seulement eu 6% du temps qu'il y a eu des rendements négatifs pour le S&P 500. Donc, les rendements à 10 ans de l'indice S&P 500 qui ont été négatifs, seulement 6% du temps. Donc, on peut voir quand même historiquement la tendance du marché. C'est sûr qu'il n'y a rien qui pourrait dire que ça pourrait changer éventuellement, mais si on se fie vraiment aux statistiques, les voilà. Merci. Et juste pour ajouter, ce qui est important ici, c'est de comprendre que quand on essaie d'anticiper le marché, des fois on attend. Alors quand on voit que les investissements y croient, ben, on ne veut pas nécessairement mettre notre argent parce qu'on veut attendre que ce soit le meilleur temps de le faire. Alors c'est avec ça en tête qu'on manque les 10 meilleures journées de sa croissance. Alors, Simon, que peuvent faire les investisseurs pour résister à la tentation d'anticiper le marché? Absolument, absolument. Parce que quand je décrivais la définition, il y a un moment, c'est tellement tentant, n'est-ce pas, de pouvoir Oui, l'acheter au temps optimal, le vendre au temps optimal. On aimerait tous faire ça idéalement. Alors, c'est très tentant comme idée. Par contre, c'est pas nécessairement facile à faire. Alors, ici, quelque chose que je pourrais dire aussi, c'est que il peut être tentant de vouloir anticiper le marché, surtout dans des conjonctures difficiles, n'est-ce pas? Comme par exemple, quand on regarde notre portefeuille et au début de l'année, on a fait un excellent profit et à partir de là, le marché commence à chuter. On a vu ça dans les dernières années récemment, que c'est pas toujours des rendements positifs sur les marchés. Ça peut arriver que à travers l'année, notre argent perd et perd et perd et nous, on regarde notre portefeuille et on voit ça et à chaque journée, des fois, on pourrait se poser la question combien d'argent j'ai perdu. Alors, il y a le côté émotionnel vers ça et c'est à ce moment-là qu'en fait que on pourrait essayer d'anticiper le marché. Parce que si on voit que ça continue et ça continue de baisser, est-ce qu'on pourrait vendre et pouvoir l'acheter plus tard? C'est sûr qu'on se pose cette question-là. Par contre, qu'est-ce qui arrive si j'ai manqué la meilleure journée? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est que du jour au lendemain, peut-être qu'on a une journée excellente sur les marchés boursiers. Moi, je l'ai manqué parce que j'ai vendu
avant ça. Et vice-versa, n'est-ce pas? Comme tu avais mentionné, Megan, c'est un excellent exemple, parce que maintenant, les marchés vont, mettons, exemple, continuer d'augmenter. Bien, moi, si j'ai mon objectif de placement, peut-être que je suis hésitant, peut-être, c'est un peu cher maintenant, je ne sais pas si j'aimerais l'acheter, peut-être que ça va diminuer, ce sera un meilleur moment. Et ça pourrait faire en sorte que j'hésite même à acheter mon placement qui va pouvoir me dévier de mon plan de placement. Et à ce moment-là, peut-être que j'aurais manqué un bon moment pour investir aussi, surtout si on regarde à long terme. Donc, c'est premièrement de réaliser un peu les émotions qui vont derrière ça. C'est de la vraie argent, c'est des vraies émotions qu'on ressent. Par contre, l'argent s'en fiche de nos émotions, n'est-ce pas? C'est vraiment d'avoir un plan de placement qu'on pourrait défendre, qu'on pourrait vraiment structurer. Il faut pouvoir faire en sorte que voilà ce que je veux faire, voilà où ce que je veux aller. Et rappelez-vous surtout que les gains les plus importants peuvent arriver dans les marchés baissiers, n'est-ce pas? Comme si on regarde à long terme, c'est sûr qu'il y a deux façons de penser à la chose. Moi, je dis ça dans les cours glass half full, glass half empty, où ça veut dire que on pourrait regarder la situation optimistiquement si on pense que c'est un excellent placement et que maintenant le prix est plus bas. Eh bien, ça nous présente une opportunité d'en acheter encore plus à un meilleur prix et acheter plus de quantité pour, idéalement, dans un monde idéal, ça voudrait dire que éventuellement, si jamais le placement commence à augmenter, bien j'en aurais beaucoup plus à pouvoir, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'actions ou de parts qui vont pouvoir profiter de ce mouvement de prix. Donc, c'est un côté optimiste de regarder à la situation, tandis que des fois, le côté émotionnel, on pourrait se penser peut-être un peu plus pessimiste, où j'ai perdu, exemple, 10 000 qu'est-ce que je vais faire si j'en perds 30 000? Il y a toujours ces situations-là. Donc, rappelez-vous que des fois, si on a un objectif assez long terme et on anticipe quand même qu'éventuellement, ça va pouvoir rétablir un certain mode de croissance, si on espère, ça pourrait être une différente réponse. Merci. Alors, je pense que ça aide à mettre ça en perspective que, première des choses, on est des êtres humains avec des émotions. Alors, c'est normal qu'on se sent une certaine façon, mais il faut faire attention parce que des fois, ça va nuire à notre objectif financier. Alors, important, comme vous l'avez dit, si notre objectif est à long terme, puis on peut attendre que ça se stabilise un peu. On a vu dans le graphique que historiquement, euh, la meilleure chose de faire, c'est d'attendre et ça va croître. OK, je pense qu'on est prêt à notre deuxième erreur à prendre en compte, qui est de laisser la répartition des actifs d'un portefeuille s'écarter considérablement de la cible. Quels sont les risques à envisager? Oui, exactement, Megan. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que ça vaut la peine de mentionner. C'est naturel dans un portefeuille que ça va écarter de notre répartition d'actifs initiale. Mais une des façons d'y penser, et c'est ça que John avait discuté comme exemple, c'est que, premièrement, aussi, il y a plusieurs de fonds indiciels qui pourraient nous donner des expositions dans certains secteurs. Donc, lui, il avait apporté un exemple où ce que, mettons, on regarde un investisseur qui a un profil d'investisseur assez quand même agressif dans son approche. Il aimerait peut-être prendre un certain nombre de risques. Peut-être qu'il n'a pas besoin de cet argent-là pour 30-40 années. Donc, il est prêt à prendre du risque. Peut-être qu'il est prêt à faire 90% de son portefeuille en actions et 10% de son portefeuille en titres à revenu fixe. Donc, ce serait comme comment dire, une répartition de l'actif initial de 90-10. Alors, tout se passe bien. L'investisseur va aller faire ça, c'est parfait. Il va aller acheter peut-être un fonds seulement en actions de 90% de son portefeuille et il va aller acheter un deuxième avec 10% de son portefeuille en titre à revenu fixe. Donc, ça commence comme ça. Mais maintenant, avec ces placements-là vont bouger, évidemment, ils vont aller à la hausse, à la baisse. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, où ce que son portefeuille maintenant en action a surperformé son titre à revenu fixe. Et maintenant, peut-être qu'il regarde sa nouvelle répartition de l'actif et il n'a pas rien fait de différent nécessairement. Il a quand même gardé son placement initial. Et maintenant, peut-être ça devient 95% en action et 5% en titre à revenu fixe. Maintenant, à moins qu'on se pose la question,
ce n'est plus maintenant la même répartition de l'actif que j'avais initialement. Et ça, si on parle de risque, la tolérance au risque, ça pourrait peut-être causer problème, on ne sait jamais. Parce que c'est sûr que, généralement parlant, nos objectifs peuvent changer, notre profil d'investisseur peut changer, mais maintenant, si on prend pour acquis que rien n'a changé, on a pris maintenant, soudainement, on a dévié de notre répartition de l'actif à 95% en actions. Et qu'est-ce qui arrive maintenant s'il y a un crash boursier ou une récession, peu importe, qui peuvent causer maintenant nos actions à diminuer, puis là, on a beaucoup plus d'argent investi et ça pourrait peut-être causer problème parce que maintenant, on a beaucoup plus qu'on avait initialement dans cette catégorie d'actifs-là. Alors, maintenant, ça vaut la peine de faire le suivi et de regarder justement à quoi ressemble ma répartition d'actifs. Est-ce que ça correspond quand même à mes objectifs, à mon profil de placement? Et sinon, bien, on pourrait rebalancer, Megan. Donc, ça voudrait dire que au lieu de garder notre 95%, peut-être qu'on pourrait vendre ou peut-être qu'on pourrait acheter l'autre avec ces ventes-là pour rétablir notre plan de 90-10 aux mesures du possible. Et c'est sûr que certains investisseurs vont peut-être leur donner une certaine marge de manœuvre. Donc, si 5%, c'est assez pour eux de dévier. Donc, c'est parfait. Des fois, il va y avoir des investisseurs qui sont assez stricts. Donc, ça serait quelque chose qu'on discute dans nos classes de maîtres sur les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, où on parle un peu des stratégies de rebalancement du portefeuille. Donc, c'est à l'investisseur de choisir sa préférence, mais voilà un peu le risque que ça pourrait présenter si on n'y porte pas attention. Oui, alors, autre chose à rajouter que pour le rebalancement, je dirais que c'est important de le faire au moins une fois par année, comme ça ne va pas dévier tellement que ça va faire un gros changement à votre portefeuille. Au moins une fois par année, ce serait une bonne chose de réévaluer où est-ce que vous en êtes avec vos objectifs, votre tolérance au risque. Comme ça, vous mettez tout comme il faut, comme ça, vous prenez pas plus de risques que vous voulez ou moins de risques que vous êtes capable de tolérer. OK, ça nous mène à notre troisième erreur sur notre liste, qui est d'être attiré par ce qui brille. Qu'entendez-vous par là? Oui, absolument, Megan. Est-ce que ça correspond, ça? C'est vraiment, dans la réalité de ces jours-ci, on a tellement de médias sociaux, de journaux financiers, même la télévision. Il y a tellement de programmes qui vont jeter leurs idées, leurs prochaines actions qu'ils sont en train d'analyser. Il y a tellement d'opportunités et de rendements qui pourraient nous montrer que ça semble peut-être intéressant. Même de côté personnel, quand quelqu'un nous donne une analyse d'une action et qui font quand même des bons points, c'est toujours intéressant de se poser la question, moi, je n'ai pas cette action-là. Est-ce que peut-être que je pourrais en acheter quelques-uns? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très présent. C'est quelque chose qui pourrait même nous tenter de faire un placement autre que notre plan de placement. Et quand on parlait de la troisième erreur de la liste, voilà l'erreur. C'est qu'on fait quelque chose maintenant qui est hors de notre plan de placement. C'est pas quelque chose qu'on avait décidé d'avance, qu'on allait peut-être jeter un peu d'argent dans un programme technologique qui va complètement donner un nouveau changement dans le climat de cette industrie-là. Il y a les crypto-monnaies, il y a les meme stocks, il y a mais auparavant, il y avait les actions de cannabis. C'est tous des titres super excitants, innovants, peu importe le raisonnement derrière ça. Alors nous, en tant qu'investisseurs, peut-être qu'on veut en faire partie, mais voilà vraiment l'essentiel à savoir, c'est que, OK, si on va le faire, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que non. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que ça ne fait pas partie de notre plan de placement. Et à chaque fois qu'on fait ça, ça pourrait causer une erreur parce que si on commence à dévier hors de notre plan de placement, ce sera plus difficile maintenant de pouvoir satisfaire notre objectif financier qu'on avait initialement. Surtout dans le cas où ça ne fonctionne pas, qui pourrait certainement arriver. Les deux pourraient être possibles. Peut-être que ça fonctionne, peut-être pas. Alors, ce que John avait dit dans sa réponse, c'était vraiment de ne pas consacrer trop d'argent et d'attention même à ces types de placements-là. Ça pourrait entraîner la déviation et même la répartition de l'actif qu'on avait discuté plus tôt, Megan. Ça pourrait, juste avec ce placement-là, changer la répartition de l'actif
et on avait parlé que ça pourrait même causer une erreur ou présenter une erreur potentielle à notre plan. Donc, c'est quelques petites choses à prendre en considération et quelque chose qui pourrait peut-être qui pourrait peut-être nous tenter, mais juste de se rappeler de pourquoi on a ce plan de placement-là et se poser la question si ça vaut la peine. Oui, alors je pense que ça aide à notre auditoire d'avoir cette information parce que c'est très important de diversifier, comme ça on prend moins de risques qu'il le faut. Passons au quatrième erreur, soit l'utilisation abusive de l'effet de levier. Tout d'abord, pouvez-vous expliquer ce qu'est l'effet de levier et comment les investisseurs peuvent l'utiliser? Oui, absolument, Megan. Eh bien, l'effet de levier, ça consiste tout simplement à emprunter de l'argent afin d'augmenter la taille de notre portefeuille ou de notre placement, justement. Donc, ça vise à accroître les rendements potentiels, mais également, ça pourrait accroître le risque de baisse aussi, parce qu'on emprunte de l'argent. Alors, pour vous donner un exemple, mettons que moi, j'ai 50 000 je vais emprunter un autre 50 000 et maintenant, j'en ai 100 000, je vais l'investir et ça double. Excellent. Donc maintenant, j'ai 200 000 mais initialement, j'en avais seulement 50. Alors ça, c'est une situation quand même excellente. Je suis vraiment content de comment ça s'est passé parce que avec 50 000 j'ai pu faire 150 000 mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il y aura peut-être des intérêts parce que c'est un prêt, etc. à payer. Donc, juste se rappeler de ça, c'est pas de l'argent gratuit nécessairement. Mais voilà, côté positif de l'effet de levier. Alors, c'est quand même, encore une fois, tentant. Ça pourrait nous mener à le faire tout de suite. Par exemple, dans l'inverse, si j'avais 50 000 j'emprunte 50 000 et au lieu de doubler, j'ai rapetissé à 50 j'ai rapetissé à mon portefeuille à moitié. Maintenant, mon 100 000 combiné vaut 50 000. Ça veut dire que j'ai perdu tout mon argent parce que j'avais 50 000 et j'en ai plus parce que je dois repayer les 50 000 que j'avais emprunté initialement. Alors, ça va vraiment des deux côtés. Alors, dans la mesure de la simplicité, c'est de amplifier nos rendements potentiels à la hausse ou à la baisse. Alors, voilà l'effet de levier que ça pourrait, qui est quelque chose de possible si on avait un compte de placement qui s'appelle un compte marge, en fait. Alors, c'est vraiment celui-là qui va nous permettre d'utiliser nos titres à l'intérieur du portefeuille pour ensuite emprunter de l'argent comme collatéral, en fait, avec notre portefeuille. C'est un peu semblable à une maison où on aurait une ligne de crédit peut-être qui est basée sur la valeur de la maison et au fur et à mesure, on aura peut-être un certain montant qu'on pourrait emprunter, etc. Donc, ça comprend évidemment beaucoup de risques parce que c'est pas gratuit, il y a des intérêts, mais aussi l'effet de levier, ça pourrait aller dans les deux sens. Et il y a quelque chose en fait qui vaut la peine aussi de mentionner en tant que risque, que c'est la possibilité d'avoir un appel de marge en fait. En anglais, on appelle ça un margin call. Et la réalité des choses, c'est que ce collatéral-là qu'on avait emprunté, il y a un certain ratio à maintenir. Et si jamais nos titres commencent à baisser en bas du ratio ou commencent à s'approcher, ça se peut que notre courtier va demander de déposer du capital additionnel, de l'argent tout simplement. Ou une autre option serait de peut-être vendre des titres pour satisfaire maintenant les nouveaux ratios qui sont toujours changeants, tout dépendant de la valeur du portefeuille, la valeur des placements qui sont détenus. Alors, si jamais ça arrive, si on n'a pas l'argent disponible pour injecter d'autres argent dans le portefeuille pour pouvoir maintenir et satisfaire ça, eh bien, l'autre option, ça va être de vendre nos titres. Et si on est dans une situation où on a un appel de marge, on pourrait assumer que peut-être ça ne s'est pas bien passé, que peut-être maintenant les prix ont baissé. C'est ça qui a même causé l'appel de marge. Alors, on va être forcé, si on n'a pas l'argent ou on n'était pas préparé pour ça, à vendre nos titres maintenant à valeur plus basse. Et à ce moment-là, on aura vraiment réalisé une perte avec l'effet de levier. Donc, c'est quelque chose qui est assez risqué. Et quelque chose que John avait apporté à la discussion, c'est que souvent les investisseurs, parce que ça existe maintenant assez couramment, il y a des fonds à l'effet de levier, des fonds indiciels même à l'effet de levier, où ce que ça pourrait donner 2 fois, 3 fois le rendement journalier d'un S&P 500, un index S&P 500 par exemple. Ça se fait. Par contre, les investisseurs,
parce que si on simplifie vraiment la tâche, l'objectif, c'est de donner double rendement. Et ça, encore une fois, c'est deux sens. Alors, si le S&P 500 augmente à 1%, eh bien, celui-là, ça devrait être plus ou moins 2%. Même chose à l'inverse, si ça baisse 1%, ça va être double baisse. Par contre, c'est journalier, ceci. Alors, c'est pas quelque chose où on pourrait nécessairement conserver à long terme pour avoir double ou triple rendement de l'indice. Alors, c'est un peu risqué aussi si on considère le fait que c'est comment dire, c'est le rendement journalier parce que c'est sûr qu'à chaque journée, ça sera réétabli comme nouvel effet de levier. Alors, voilà quelques risques que ça pourrait apporter. Alors, John, lui, il avait dit que ça pourrait être une quatrième erreur potentielle pour les investisseurs parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que si ça fonctionne bien, excellent, mais on ne peut pas nécessairement s'attendre que ça va toujours bien fonctionner. Alors, ça pourrait causer une erreur potentielle à notre portefeuille et à notre plan de placement. Ça pourrait être même à détriment tout dépendant du résultat. Oui, ces appels de marge ne sonnent pas amusants du tout. Alors, ça nous mène à notre dernière erreur qui est de donner trop d'importance à des considérations relativement mineures. Pouvez-vous nous donner des exemples de la façon dont les investisseurs pourraient adopter ce comportement à l'égard de leur portefeuille? Oui, absolument. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait apporter, Megan. Donc, je vais peut-être me focaliser vers deux qui me viennent à l'esprit immédiatement. Et le premier, ça serait au sujet de rééquilibrage. Parce qu'on avait discuté de ça, comme comment dire, la répartition de l'actif. Si on veut le rétablir, on va devoir peut-être faire une transaction, même vendre des fois des titres. Et en le vendant, si à profit ou à perte peut-être, ça pourrait même, comment dire, engendrer des taxes, des impôts à payer sur ces gains ou pertes potentielles-là. Et souvent, les investisseurs vont se dire, est-ce que ça vaut la peine de payer des taxes? Peut-être que je vais juste garder ce que j'ai, je vais garder la répartition de l'actif. Mais en réalité, les choses, c'est que les taxes, ça fait partie d'investir. Et dans certains cas, c'est pas comment dire, c'est ça que John avait dit, c'est que ce n'est pas, c'est un élément plutôt mineur dans la gestion de portefeuille, les taxes. Ce qui est plus important, c'est de faire les bonnes décisions pour le plan de placement. Et si cela requiert un rééquilibrage, ça serait plus important de prendre plus d'attention vers ça que le gain en capital ou perte en capital potentiel. On ne saura pas exactement, euh, euh, parce que c'est sûr que ça c'est habituellement, quand on parle de taxes, ce n'est pas seulement une transaction, peut-être ce sera d'autres qui vont pouvoir survenir plus tard dans l'année. Donc, ça, c'est un exemple, en fait, que les investisseurs vont penser beaucoup plus. Et même si j'apporte mon propre, comment dire, mes propres connaissances au sujet, il y a des comptes, en fait, qui vont vous permettre de ne pas payer de taxes. Donc, ça serait une autre option aussi d'avoir votre portefeuille qui vous permettrait de faire le rééquilibrage sans problème, sans payer de taxes, comme les comptes de CELI, donc compte d'épargne libre d'impôt, les comptes REER. Ce serait des comptes qu'on pourrait faire ça très facilement sans devoir même se poser la question sur les taxes. De plus, ça serait concernant les frais. Parce que, évidemment, quand on regarde un placement potentiel, on regarde peut-être notre prochain portefeuille indiciel, on va voir plusieurs sélections. Il y en a vraiment plusieurs des fonds qui existent. Alors, comment on va décider de choisir? Bien, il y en a un peut-être qui va charger plus de frais ou moins de frais que l'autre. Et tout dépendant de votre opinion, c'est sûr que des fois, on va vouloir choisir vraiment le meilleur fonds possible et on va vraiment chercher ça. Au lieu de commencer à investir dans un fonds qui satisfait un peu nos besoins, mais qui serait peut-être un peu plus cher que d'autres, à quel point c'est plus cher? Si c'est quelque chose qui ressemble à 0,3% et l'autre c'est 0,25%, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va apporter un grand changement à mon portefeuille à long terme? C'est à vous de décider, c'est sûr, mais John avait rapporté ça comme élément plutôt mineur dans la gestion de son portefeuille. Alors, les frais de gestion indicielle, ils sont faibles de toute manière. Alors, si on compare vraiment des frais à ce sujet-là, juste se rappeler un peu de qu'est-ce qu'on recherche, en fait. Et finalement, c'était quelque chose d'assez spécifique au CELI, en fait, c'est que des fois, les investisseurs seront moins confortables à investir dans des titres
qui rapportent des dividendes, par exemple, américains dans un compte CELI. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être des retenues d'impôts dans ce compte-là. Parce que habituellement, le CELI, il n'y a aucun impôt à payer. Mais l'exception, en fait, c'est que si jamais on avait des titres américains dans notre CELI, ceux-là, il y aurait une retenue d'impôt, justement. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que, est-ce que est-ce que, c'est jamais quelque chose qui est nécessairement noir ou blanc, Megan. C'est juste quelque chose à se poser la question, est-ce que c'est vraiment un élément principal pour la décision d'incorporer ou pas mes placements américains dans mon CELI? Parce que même si c'est un compte CELI et j'ai un investissement en placement, oui, évidemment, si je reçois des dividendes, il y aura des retenues de taxes à payer, des retenues d'impôts à payer, ça on le sait. Par contre, quelque chose d'autre qui vient à l'esprit, c'est que, OK, mais les gains en capital ne seront pas. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire nécessairement que que je devrais mettre tous mes placements américains hors de mon CELI. C'est pas nécessairement ça la réponse, ni toujours la question à se poser. La question vraiment, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est assez principal comme est-ce que c'est une question qui rapporte beaucoup d'attention de ma part en tant qu'investisseur ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus mineur? Et d'après John, ça c'était un autre point assez mineur. Donc, c'est sûr que la régularité des placements, ils vont aider les investisseurs à atteindre leur objectif. Alors, le moins on porte attention aux effets mineurs, c'est un peu un des règles d'or qu'on avait mentionné plus tôt, Megan, c'est que contrôler ce qu'on peut contrôler. Alors ça, on sait déjà qu'il y aura des taxes pour les comptes américains. On sait déjà qu'il y aura des frais, mais c'est de nous se poser en tant qu'investisseur, est-ce que c'est important ou pas pour mon objectif? Bien sûr, il reste de nombreuses autres erreurs que les investisseurs commettent souvent en faisant des placements et que nous ne pouvons pas couvrir ici. Merci Simon, mais nous devons nous arrêter ici. Merci de nous avoir expliqué certains pièges courants liés au placement indiciel. Selon moi, le principal point à retenir est que parfois, on peut faire mieux avec moins lorsqu'il s'agit de placement indiciel. Avant de terminer, voici la réponse à la question posée au début du webinaire. À titre de rappel, la question était, selon une étude de Standard Poor's, quel pourcentage des fonds d'actions canadiennes à gestion active ont inscrit des rendements inférieurs à celui d'un indice de référence, l'indice composé TSX, au cours des 10 dernières années, allant du 30 juin 2021 au 30 juin 2022? Voici la réponse. Le rapport SPIVA de Standard Poor's a révélé qu'environ 82 des fonds d'actions canadiennes à gestion active ont inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice de référence, l'indice composé TSX pendant cette période. La dynamique est semblable aux États-Unis, où environ 89 des fonds d'actions à grande capitalisation ont inscrit un rendement inférieur à celui de l'indice de référence S&P 500. Merci encore, Simon, de nous avoir fait part du point de vue de John. Nous l'apprécions vraiment. Et pour les personnes qui nous écoutent, assurez-vous de vous inscrire à nos webinaires en direct à venir et de consulter notre bibliothèque de contenu sur demande accessible sur le centre d'apprentissage et sur notre page YouTube. Rendez-vous dans le prochain webinaire.